Permettez-moi de vous dire quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Si vous avez atteint l'âge de 60 ans et que vous portez encore en vous certains poisons émotionnels, vous gaspillez le temps précieux qui vous reste. Et croyez-moi, après avoir travaillé pendant des décennies avec des milliers de personnes, j'ai découvert un schéma que peu de gens remarquent. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes s'épanouissent après 60 ans, tandis que d'autres sombrent dans l'amertume et le regret. Imaginez que vous ayez passé 6 décennies à construire votre vie, à remplir vos obligations, à faire ce que vous pensiez être juste, et qu'aujourd'hui, alors que vous devriez récolter les fruits de ce parcours, vous ressentiez un vide inexplicable. Si cela vous parle, vous n'êtes pas seul. J'ai découvert que les personnes véritablement heureuses, à l'âge mûr, ont éliminé 6 choses spécifiques de leur vie. Et le numéro 4 va vous surprendre, car c'est quelque chose que tout le monde nous enseigne comme étant une vertu, alors qu'il s'agit en réalité d'un piège dévastateur. Je vous promets que si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez comment transformer vos prochaines années en les plus libératrices et les plus significatives de toute votre existence. Je ne vous propose pas de solution superficielle, mais une révolution intérieure basée sur des décennies d'observation clinique et sur la profonde sagesse de Carl Jung concernant la seconde moitié de la vie. Il se passe quelque chose de fascinant lorsque nous franchissons le cap des 60 ans. C'est comme si la vie nous plaçait devant un miroir impitoyable et nous disait « Assez de mensonges. Que comptez-vous faire du temps qui vous reste ?» Et voici la vérité dérangeante. La plupart des gens atteignent cet âge entraînant un bagage émotionnel si lourd qu'il les empêche de profiter de la liberté qu'ils méritent tant. Je le constate tous les jours. Des personnes brillantes qui ont réussi, qui ont bâti des carrières impressionnantes, fondé des familles, accumulé des succès. Pourtant, lorsque je les rencontre dans mon cabinet, elles sont épuisées, vides, se demandant silencieusement « C'est tout. Pourquoi ?» Parce qu'elles n'ont jamais fait le travail essentiel qui consiste à éliminer ce qui contamine véritablement le bonheur humain. Et je ne parle pas du positivisme bon marché ou des phrases motivantes que l'on trouve sur tous les réseaux sociaux. Je parle de psychologie profonde, de neurosciences, de schémas comportementaux que j'ai observés méticuleusement pendant des décennies. Comme Jung l'a brillamment observé, c'est dans la seconde moitié de notre vie que nous avons l'occasion d'intégrer notre ombre et de développer notre moi authentique. Mais cela exige le courage de regarder en nous-mêmes et de rejeter ce qui ne nous sert plus. La soixantaine est littéralement un âge d'or, le moment où la pression sociale diminue considérablement, où vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit, où vous pouvez enfin être qui vous êtes vraiment sans demander la permission. Mais pour atteindre cet état de grâce, vous devez d'abord faire un grand nettoyage. Et attention, ce nettoyage remettra en question des croyances que vous avez entretenues toute votre vie. Mais je vous promets que la liberté que vous trouverez de l'autre côté vaut bien un peu d'inconfort. La première chose que vous devez éliminer après 60 ans, ce sont les attentes des autres. Et voici ce qui est intéressant. Vous avez probablement passé 40, 50, voire 60 ans de votre vie à essayer de répondre aux attentes des autres. Vos parents, votre partenaire, vos enfants, vos patrons, la société en général, tous avaient un mode d'emploi sur la façon dont vous deviez vivre votre vie. Laissez-moi vous raconter quelque chose que je vois constamment dans mon travail. Une personne de 65 ans arrive et dit « Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas heureux. J'ai tout fait correctement. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai travaillé dur, j'ai économisé pour ma retraite. Pourquoi est-ce que je me sens si vide ? Et quand je demande « Mais qu'est-ce que vous vouliez ?»
Qu'est-ce que votre cœur désirait vraiment? Vous savez ce qui se passe? Un long silence, profond et déconcertant, parce qu'ils ne se sont jamais permis de se poser cette question fondamentale. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. C'est inspirant de voir comment ce message touche des personnes aux quatre coins du monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant. Les prochaines vidéos de cette série seront transformatrices et je veux m'assurer que vous n'en manquerez aucune. La deuxième chose que vous devez éliminer après 60 ans est le besoin de contrôle, et cela est particulièrement difficile, car nous avons été conditionnés à croire que contrôler notre environnement, nos relations et notre avenir nous apporte la sécurité. Mais voici la vérité la plus libératrice que je puisse partager. Le contrôle est une illusion. Il l'a toujours été. Après 60 ans passés sur cette planète, vous devriez avoir accumulé suffisamment de preuves pour savoir que peu importe vos plans, vos efforts ou vos inquiétudes, la vie fait ce qu'elle veut. Le psychanalyste Carl Jung a identifié ce besoin de contrôle comme une manifestation de notre persona, ce masque que nous portons pour affronter le monde. Il nous a enseigné que ce n'est qu'en abandonnant cette illusion de contrôle que nous pouvons vraiment embrasser notre moi authentique. J'ai travaillé avec des personnes qui ont passé des décennies à essayer de contrôler leurs enfants adultes. Si seulement mon fils faisait ça, si seulement ma fille n'avait pas épousé cette personne, s'ils avaient étudié ce que je voulais. Et ces personnes se consumant littéralement dans ce besoin de contrôler des vies qui ne leur appartiennent pas. Le résultat est toujours le même, des relations tendues, du ressentiment et une distance émotionnelle. Ou ceux qui essaient de contrôler obsessionnellement leur santé. Ne vous méprenez pas, prendre soin de sa santé est important. Mais certains deviennent obsessionnels, comptant chaque calorie, se pesant 3 fois par jour, s'effrayant à chaque douleur ou inconfort, recherchant chaque symptôme jusqu'à se convaincre qu'ils ont une maladie incurable. Ce n'est pas de la prudence, c'est de l'anxiété déguisée en responsabilité. Le besoin de contrôle vient de la peur, peur de l'inconnu, peur de la perte, peur que les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Mais voici le problème. Cette peur vous vole votre présent. Pendant que vous êtes obsédé par le contrôle de demain, vous passez complètement à côté d'aujourd'hui. Il existe un concept en psychologie jungienne qui dialogue profondément avec cela, l'acceptation de l'ombre. Jung nous a enseigné que nous devons accepter les aspects de la vie que nous ne pouvons pas contrôler pour atteindre l'individuation, c'est-à-dire le processus qui consiste à devenir qui nous sommes vraiment. Il ne s'agit pas de résignation, soyons clairs. La résignation, c'est dire « bon, ma vie est nulle et je ne peux rien y faire ». C'est de la victimisation. L'acceptation radicale, c'est dire « c'est ma réalité actuelle, je n'aime pas tout, mais c'est comme ça. Que puis-je faire à partir de là ?» Vous voyez la différence? L'acceptation radicale ne vous paralyse pas. Elle vous rend plus fort, car vous cessez de gaspiller votre énergie à résister à ce que vous ne pouvez pas changer, et vous canalisez cette énergie vers ce que vous pouvez réellement influencer. Et croyez-moi, après 60 ans, il y a des choses que vous ne pouvez définitivement pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler le fait que votre corps ne réagisse plus comme à 30 ans. Vous ne pouvez pas contrôler le fait que vos enfants prennent des décisions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous ne pouvez pas contrôler l'économie, la politique, le climat ou ce que les autres pensent de vous. Mais vous savez quoi? Vous pouvez contrôler votre attitude, vos réactions, vos décisions quotidiennes. Dans quoi investissez-vous votre temps? Avec qui passez-vous vos journées? Qu'est-ce qui nourrit votre esprit et votre âme?
Je vais vous donner un exercice puissant. Prenez une feuille de papier et divisez-la en 2 colonnes. Dans une colonne, écrivez les choses que j'essaie de contrôler, mais que je ne peux pas contrôler. Dans l'autre, les choses que je peux contrôler. Soyez brutalement honnête. Puis prenez un engagement envers vous-même. Vous cesserez de dépenser votre énergie dans la première colonne et vous investirez toute votre attention dans la seconde. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous faites cela? Vous éprouvez une sensation de légèreté que vous n'avez peut-être pas ressentie depuis des années, car le contrôle est lourd, épuisant. Il nécessite une vigilance constante, un stress constant. Lâcher prise, c'est comme retirer un sac à dos de 50 kilos que vous avez porté toute votre vie. Et il y a ici un autre avantage énorme. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler les personnes que vous aimez, vos relations s'améliorent considérablement, car vous les voyez enfin telles qu'elles sont et non telles que vous voudriez qu'elles soient. Vous les respectez en tant qu'individus autonomes et non comme des extensions de vos désirs ou de vos peurs. L'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à vos enfants adultes est de leur dire, par votre attitude plus que par vos mots, « Je suis convaincu que vous pouvez vivre votre propre vie. Je serai là si tu as besoin de moi. Mais je ne viendrai pas te sauver. Je ne te dirigerai pas. Je ne vivrai pas ta vie à ta place. C'est de l'amour mûr, c'est du respect sincère, c'est une sagesse qui ne vient qu'avec l'âge, si vous êtes prêt à apprendre cette leçon. La troisième chose que vous devez éliminer après 60 ans, ce sont les rancunes et les ressentiments. Et voici la partie difficile. Si vous avez 60 ans ou plus, et que vous portez encore en vous des blessures du passé, des trahisons non pardonnées, de la haine envers des personnes qui ne sont peut-être même plus en vie, vous buvez du poison et attendez que l'autre meure. Le ressentiment est fascinant d'un point de vue psychologique, car il est complètement autodestructeur. Réfléchissez bien, vous êtes en colère contre quelqu'un qui ne pense probablement même pas à vous. Cette personne vit sa vie, peut être heureuse, peut être pas, mais elle ne perd certainement pas le sommeil à cause de ce qu'elle vous a fait il y a 20, 30 ou 40 ans. Et vous continuez à repasser le film dans votre tête, à nourrir votre colère, à maintenir la blessure ouverte. J'ai reçu des patients de 70 ans qui continuent d'être en colère contre un père décédé depuis des décennies. Des personnes qui ne parlent plus à leurs frères et sœurs à cause d'héritages ou de conflits familiaux qui remontent à une génération. Des couples dans lesquels l'un des conjoints continue de reprocher à l'autre des infidélités ou des erreurs commises dans les années 80. Et vous savez ce qui est le plus triste? Tout ce ressentiment ne change absolument rien au passé. Vous ne pouvez pas réécrire ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous demander pardon. Vous ne pouvez pas récupérer les années perdues. Jung avait une compréhension profonde de cela. Il appelait ce processus l'intégration de l'ombre. Reconnaître et accepter les aspects négatifs et douloureux de notre expérience. Non pas pour qu'ils continuent à nous définir, mais pour qu'ils puissent être transformés. Comme il le disait, ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous embrassez se transforme. La science est claire sur ce point. Le ressentiment chronique augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Cela affecte votre système immunitaire, augmente le risque de maladies cardiovasculaires, contribue à la dépression et à l'anxiété. Littéralement, le ressentiment vous tue lentement. Maintenant, avant que vous ne pensiez, il va me dire de pardonner. Laissez-moi clarifier quelque chose de crucial. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas dire « ce que vous m'avez fait, c'est bon ». Cela ne signifie pas se réconcilier avec celui qui vous a blessé. Cela ne signifie pas être naïf, ni s'exposer à nouveau à des abus. Pardonner signifie
lâchez prise. Lâchez prise sur le besoin de vengeance. Lâchez prise sur l'espoir que le passé puisse changer. Lâchez prise sur l'idée que votre bonheur dépend de la reconnaissance de l'erreur de l'autre, de ses regrets ou de sa souffrance. Pardonner est un acte d'égoïsme sain. Vous le faites pour vous-même, pas pour l'autre. Vous le faites parce que vous voulez vous libérer, parce que vous voulez retrouver votre paix intérieure, parce que vous refusez de donner à cette personne le pouvoir de continuer à ruiner votre vie à partir du passé. J'ai vu des gens qui parviennent à pardonner sincèrement et qui connaissent ce que j'appelle un second souffle. Ils ont soudainement plus d'énergie, dorment mieux, souriant davantage, s'ouvrent à de nouvelles relations et expériences. C'est comme s'ils s'étaient littéralement débarrassés d'un poids physique. Comment faire cela? Parce que cela semble beau en théorie, mais en pratique, c'est difficile, n'est-ce pas? Tout d'abord, reconnaissez la douleur, ne la minimisez pas, ne vous dites pas « je devrais déjà avoir surmonté cela », nommez ce qu'on vous a fait, ressentez la colère, ressentez la tristesse, laissez place à cette émotion. Deuxièmement, comprenez que cette personne a agi à partir de sa propre blessure, de sa propre limitation, de sa propre obscurité. Cela ne justifie pas ce qu'elle a fait, mais cela aide à l'humaniser. Les gens font du mal parce qu'ils ont été blessés. Troisièmement, prenez la décision consciente de lâcher prise. Cela peut être symbolique. Écrivez une lettre que vous n'enverrez jamais, puis brûlez-la. Faites un rituel qui signifie pour vous la fin de ce chapitre. Dites à haute voix « Je décide de lâcher prise. Je décide de retrouver ma paix. » Quatrièmement, et c'est fondamental, chaque fois que le ressentiment revient à votre esprit, et il reviendra, car les schémas mentaux sont persistants, dites « c'est du passé. Je vis dans le présent. Cette personne n'a plus de pouvoir sur moi. » Et enfin, remplissez l'espace laissé par le ressentiment avec quelque chose de positif, de nouvelles informations, de nouvelles expériences, de nouvelles relations. Car si vous laissez cet espace vide, l'ancien schéma reviendra. Vous pensez peu être, mais vous ne comprenez pas ce qu'on m'a fait. Et vous avez raison, je ne comprends pas tout à fait. Personne ne peut comprendre totalement la douleur d'une autre personne. Mais je comprends ceci. Après 60 ans, vous n'avez pas de temps à perdre avec des rancunes. Chaque jour est précieux. Chaque instant a de la valeur. Voulez-vous vraiment passer vos dernières années à ruminer votre amertume? Ou voulez-vous goûter à la légèreté, à la liberté et à la paix qui découlent du lâcher-prise? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut éclairer le chemin d'une autre personne qui vit la même chose. Nous arrivons à la quatrième chose que vous devez éliminer. Et comme je vous l'ai dit, celle-ci va vous surprendre. Vous devez éliminer le sacrifice comme identité. Voici le choc. La société, en particulier notre culture latine, nous a vendu l'idée que se sacrifier pour les autres est une vertu suprême, que les bonnes mères se sacrifient, que les bons pères se sacrifient, qu'être noble signifie toujours se mettre à la fin de la file d'attente. Et laissez-moi être clair. Je suis en faveur de la générosité, de la solidarité, d'aider ceux que nous aimons. Mais il y a une énorme différence entre donner à partir de l'abondance et se sacrifier à partir du manque. Quelle est la différence? Lorsque vous donnez à partir de l'abondance, vous le faites parce que vous le voulez, parce que cela vous comble, parce que vous avez de quoi donner. Vous n'attendez rien en retour, vous ne gardez pas une trace mentale de tout ce que vous avez fait pour les autres. Vous ne vous sentez pas victime. Vous n'utilisez pas votre générosité comme monnaie d'échange émotionnel. Mais lorsque vous vous sacrifiez à partir de votre identité, à partir du manque, vous le faites
parce que vous croyez que cela vous permettra de gagner de l'amour, de l'approbation, de la reconnaissance. Vous le faites parce que votre estime de soi dépend du fait d'être nécessaire, parce que vous ne savez pas qui vous êtes si vous ne servez pas, ne prenez pas soin, ne vous donnez pas jusqu'à vous vider. Cela est directement lié à ce que Jung appelait la persona, le masque que nous portons pour nous conformer aux attentes sociales. Pour beaucoup, en particulier dans notre culture, la persona du sacrifice devient tellement intimement liée à l'identité qu'il est presque impossible de séparer qui nous sommes vraiment du rôle que nous jouons. Et c'est là que réside le problème. Après des années, des décennies de sacrifice, vous accumulez une énorme dette émotionnelle et vous attendez qu'on vous la rembourse. J'ai abandonné ma carrière pour mes enfants. J'ai pris soin de ta mère pendant 15 ans. Je n'ai jamais rien fait pour moi. Tout était pour vous. Et lorsque cette dette n'est pas remboursée comme vous l'espériez, viennent le ressentiment, les reproches, l'amertume. J'ai travaillé avec d'innombrables personnes, en particulier des femmes qui ont atteint l'âge de 60 ans et ont réalisé qu'elles avaient complètement effacé leur identité individuelle. Elles étaient l'épouses de la mère, de la grand-mère d'eux. Mais qui étaient-elles en tant que personne? Qu'aimaient-elles? De quoi rêvaient-elles? Qu'est-ce qui la passionnait? Elles ne le savaient pas. Elles avaient passé tellement de temps à être là pour les autres qu'elles avaient oublié comment être là pour elles-mêmes. Et c'est dévastateur. Car maintenant, quand les enfants ont grandi, quand le partenaire n'est peut être plus là, ou que la relation a changé, quand on n'est plus activement nécessaire, on se retrouve vide, sans but, sans identité. La vérité dérangeante est la suivante. Personne ne vous a demandé de vous sacrifier autant. Vous avez projeté vos propres besoins émotionnels sur votre famille. Vous avez cru que plus vous vous épuiseriez, plus ils vous aimeraient. Mais l'amour ne fonctionne pas ainsi. Le véritable amour n'exige pas de sacrifice. Il exige de la présence, de l'authenticité, de la réciprocité. Vos enfants n'avaient pas besoin d'une mère ou d'un père martyr. Ils avaient besoin d'un adulte émotionnellement sain qui leur montre comment mener une vie équilibrée. Votre partenaire n'avait pas besoin que vous renonciez à vos rêves. Il avait besoin d'un compagnon avec qui partager sa vie, pas de quelqu'un qui lui ferait ensuite payer chaque renoncement. Alors, que faire maintenant? Si vous avez passé 60 ans ou plus à vous définir par votre sacrifice, comment reconstruire votre identité? Tout d'abord, pardonnez-vous. Ne vous reprochez pas d'avoir suivi les normes qui vous ont été enseignées. Vous avez fait de votre mieux avec les outils dont vous disposiez. Deuxièmement, retrouvez votre curiosité. Que vouliez-vous faire quand vous étiez jeune? Qu'aimiez-vous avant que les responsabilités ne vous accaparent? Renouez avec cette personne. Elle est toujours là. Elle vous attend. Troisièmement, fixez des limites claires. Vous pouvez aider votre famille sans vous sacrifier. Vous pouvez aimer profondément sans disparaître. Dites, je peux vous aider avec ceci, mais pas avec cela. Je suis disponible ces jours-là, mais ces autres jours sont pour moi. Et maintenez ces limites, même s'il y a de la résistance. Quatrièmement, développez vos propres centres d'intérêt, un passe-temps, un projet, une activité qui n'appartient qu'à vous. Quelque chose où vous n'êtes pas mère, père, grand-parent, épouse, mais simplement vous-même. Et cinquièmement, changez le discours. Cessez de dire « je me suis sacrifié pour » et commencez à dire « j'ai choisi de consacrer mon temps à ma famille et maintenant je choisis de consacrer du temps à moi-même ». Vous voyez comment cela change? Vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes quelqu'un qui prend des décisions. Comme Jung l'a souligné dans son ouvrage sur la seconde moitié de la vie, c'est le moment de redécouvrir des aspects de vous-même qui ont été négligés
pendant que vous étiez occupé à remplir des rôles sociaux. C'est le moment de retrouver vos rêves abandonnés, d'explorer vos talents endormis, de cultiver une relation plus authentique avec vous-même. Après 60 ans, il est temps de réécrire l'histoire, non pas à partir du sacrifice, mais à partir du choix conscient, de l'équilibre, de la plénitude, car une vie accomplie n'est pas celle qui se consacre entièrement aux autres, mais celle qui trouve l'harmonie entre donner et recevoir, entre le nous et le moi, entre l'amour des autres et l'amour de soi. La 5e chose que vous devez éliminer après 60 ans est la comparaison constante. Et cela est particulièrement toxique à l'ère des réseaux sociaux, où nous sommes constamment bombardés par les vies parfaites des autres. Mais la comparaison n'est pas nouvelle. C'est un schéma que vous avez probablement répété tout au long de votre vie. Vous vous compariez à vos frères et sœurs, à vos camarades de classe, à vos collègues de travail, à vos voisins. Pourquoi ont-ils plus ? Pourquoi leur vie est-elle meilleure ? Pourquoi leur mariage semble-t-il plus heureux ? Pourquoi leurs enfants réussissent-ils mieux ? Et après 60 ans, la comparaison prend de nouvelles formes. Vous vous comparez à des amis qui semblent avoir une retraite plus confortable, à des connaissances qui voyagent plus, à des personnes de votre âge qui semblent plus jeunes, en meilleure santé, plus énergiques, à des grands-parents dont les petits-enfants leur rendent visite plus souvent, à des couples qui célèbrent 50 ans de mariage, alors que le vôtre s'est terminé par un divorce. Jung a observé ce phénomène de manière approfondie. Il l'appelait projection. Notre tendance à voir chez les autres les qualités que nous envions ou rejetons chez nous-mêmes. Selon la psychologie jungienne, la comparaison constante est souvent le signe que nous n'acceptons pas certaines parties de nous-mêmes, que nous n'avons pas encore totalement intégré notre ombre. Permettez-moi de dire quelque chose de fondamental. La comparaison est l'ennemi mortel du bonheur. Nous ne pouvons pas être reconnaissants et ressentir du ressentiment en même temps. Nous ne pouvons pas apprécier notre vie tant que nous sommes obsédés par celle des autres. Theodore Roosevelt a dit « La comparaison est le voleur de la joie ». Et il avait tout à fait raison. Chaque fois que vous vous comparez, vous invalidez votre propre expérience, votre propre chemin, vos propres réalisations. Voici le piège mental. Lorsque vous vous comparez, vous choisissez toujours des indicateurs où les autres vous surpassent. Vous ne faites jamais de comparaison objective et complète. Vous ne pensez pas « Oui, mon voisin a une plus grande maison, mais j'ai une relation plus solide avec mes enfants. Mon ami voyage plus, mais je suis en meilleure santé. » La comparaison est toujours sélective et vous place toujours dans une position désavantageuse. Et il y a quelque chose de plus profond ici. La comparaison vient de la croyance que la valeur humaine est relative, que votre vie n'est bonne que si elle est meilleure que celle des autres. Mais c'est absurde. La valeur de votre vie ne dépend pas de la façon dont elle se compare à d'autres vies. Votre vie a de la valeur en soi pour ce que vous avez vécu, appris, aimé, créé, de plus. Et c'est crucial. Vous ne connaissez jamais toute l'histoire. Vous ne voyez que la surface. Le couple qui semble si heureux après 50 ans de mariage pourrait être ensemble uniquement par habitude ou par peur de la solitude. L'ami qui voyage constamment pourrait fuir une profonde insatisfaction intérieure. La personne qui semble si jeune et en bonne santé pourrait être confrontée à une maladie invisible. Comme le dit le proverbe, « Ne jugez pas la vie de quelqu'un, car vous ne savez pas quelle bataille cette personne mène. » Et j'ajouterai, ne l'enviez pas non plus, car vous ne voyez qu'une fraction de sa réalité. Alors, comment briser le cycle de la comparaison ? Tout d'abord, développer ce que j'appelle la gratitude active. Chaque jour,
Identifiez consciemment 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. Pas des généralités telles que je suis reconnaissant pour ma famille, mais des choses concrètes. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour cette conversation profonde avec mon fils. Je suis reconnaissant que mon corps m'ait permis de marcher dans le parc. Je suis reconnaissant pour ce livre qui m'a fait réfléchir. La gratitude spécifique ancre votre attention sur votre propre expérience. Deuxièmement, pratiquez le détachement des réseaux sociaux. Si vous faites partie de cette génération qui utilise Facebook, Instagram ou toute autre plateforme, soyez très conscient de la façon dont ils vous font vous sentir. Si, après avoir consulté les réseaux sociaux, vous vous sentez mal dans votre peau, il est temps de faire un changement radical. Limitez votre temps. Ne suivez plus les comptes qui suscitent la jalousie. Rappelez-vous constamment que ce que vous voyez est une version éditée et soignée de la réalité. Troisièmement, définissez vos propres critères de réussite. Qu'est-ce qu'une vie réussie pour vous? Pas pour vos parents, pas pour la société, pas pour vos amis, mais pour vous. Écrivez-le. Cela peut être. Une vie réussie pour moi, c'est avoir la paix de l'esprit, des relations authentiques avec quelques personnes, du temps pour lire et réfléchir, et ensuite, évaluer votre vie selon ces critères et non selon ceux des autres. Quatrièmement, lorsque vous vous surprenez à comparer, arrêtez. Interrompez littéralement cette pensée et dites « Je suis en train de comparer, cela ne me convient pas, je retourne à ma propre vie ». C'est un exercice de pleine conscience qui demande de la pratique mais qui fonctionne. Cinquièmement, célébrez vos propres victoires, peu importe qu'elles semblent insignifiantes. Vous avez terminé un projet personnel, vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un d'important. Vous avez surmonté une peur, vous avez appris quelque chose de nouveau. Ce sont vos victoires dans votre contexte, avec vos circonstances. Elles sont valables et précieuses. Après 60 ans, votre seule compétition est avec la personne que vous étiez hier. Êtes-vous plus sage, plus paisible, plus authentique? C'est la seule comparaison qui vaille la peine d'être faite, car, à la fin du chemin, lorsque vous réfléchirez à votre vie, peu importe que vous ayez voyagé autant que votre voisin ou que votre maison ait été aussi grande que celle de votre frère, ce qui importera, c'est si vous avez vécu sincèrement, si vous avez aimé profondément, si vous avez trouvé votre propre paix. Et ce sont là des mesures absolues, non relatives. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler la 6e et la plus transformatrice des éliminations nécessaires. Celle qui, lorsque vous la comprenez vraiment, change fondamentalement votre façon de vivre chaque jour. Cette compréhension est au cœur de la philosophie jungienne sur la seconde moitié de la vie, et je vous promets qu'elle sera révélatrice. Nous arrivons à la 6e et dernière chose que vous devez éliminer après 60 ans, la peur de la mort. Je sais que cela peut sembler lourd, inconfortable, quelque chose dont on ne parle pas à table, mais c'est précisément pour cela que nous devons en parler. La peur de la mort est à l'origine de presque toutes les angoisses humaines. La peur de l'échec, la peur de perdre le contrôle, la peur du rejet, la peur d'être oublié. Toutes sont des manifestations déguisées de la peur fondamentale de cesser d'exister. Après 60 ans, cette peur devient plus présente. C'est inévitable. Vous commencez à assister à plus d'enterrements que de mariages. Des amis de votre âge commencent à tomber malades, à mourir. Votre propre corps vous rappelle constamment que la machine s'use. Chaque douleur, chaque inconfort, chaque visite chez le médecin s'accompagne d'un murmure. Vous approchez de la fin. Carl Jung a consacré une grande partie de ses derniers travaux à cette question. Il pensait que faire face à la peur de la mort n'était pas seulement un défi psychologique, mais aussi spirituel. Pour Jung,
La seconde moitié de la vie devait être consacrée à ce qu'il appelait l'individuation, un processus d'intégration psychique qui nous prépare non seulement à vivre pleinement, mais aussi à affronter notre finitude avec courage et dignité. Soyons clairs, je ne dis pas que vous devez être indifférent à la mort, ni que vous ne devez pas apprécier la vie. Bien au contraire, je dis que la peur paralysante, la terreur existentielle, le déni de la mortalité, voilà ce qui vous empêche de vivre pleinement le temps qui vous reste. J'ai observé deux comportements extrêmes chez les personnes âgées. Certaines nient complètement la mort, se comportent comme si elles étaient immortelles, ne font pas de testament, n'ont pas de conversation importante avec leur famille, ne règlent pas les questions en suspens. Elles vivent dans un fantasme où la mort arrive aux autres, pas à elles. D'autres sont paralysées par la terreur. Chaque douleur est un cancer, chaque oubli est Alzheimer. Ils sont obsédés par leur santé au point de ne plus pouvoir profiter de rien. Ils se retirent du monde, cessent de faire des projets à long terme parce qu'ils pensent « à quoi bon si je peux mourir demain ?» Ces deux extrêmes sont dysfonctionnels et vous privent de la possibilité de vivre pleinement vos dernières années. L'alternative est ce que les philosophes existentialistes appellent la conscience de la mort ou l'acceptation de la finitude. Il ne s'agit pas d'une résignation morbide, mais d'une acceptation mûre qui, paradoxalement, vous libère pour vivre plus intensément. Lorsque vous acceptez sincèrement que votre temps est limité, quelque chose de magique se produit. Vos priorités se clarifient instantanément. Vous cessez de perdre votre temps avec des futilités. Vous cessez de repousser les conversations importantes. Vous cessez de garder le bon vin pour les occasions spéciales. Chaque jour devient une occasion spéciale. Voici mon plan stratégique pour vous, basé sur des décennies de travail avec des personnes qui ont réussi à transformer cette conscience de la mortalité en une vie extraordinaire. Premièrement, faites la paix avec votre passé. Cela signifie pardonner à vous-même et aux autres. Cela signifie accepter ce qui ne peut être changé et apporter les changements qui sont encore possibles. La réconciliation avec le passé libère l'énergie vitale qui était prisonnière des regrets et des ressentiments. Deuxièmement, vivez le présent en pleine conscience. Pratiquez l'attention au moment présent, ce que Jung appelait l'éternel ici et maintenant. Prenez l'habitude de vous demander plusieurs fois par jour: suis-je vraiment présent en ce moment? La présence est l'antidote à la peur de la mort, car la mort ne peut nous menacer que dans le futur, jamais dans le présent immédiat. Troisièmement, créer un héritage significatif. Je ne parle pas nécessairement de richesse matérielle à léguer à vos enfants, mais d'un héritage de sagesse, de valeurs et d'amour. Demandez-vous: que veux-je transmettre avant de partir? Quelle empreinte veux-je laisser dans le monde? Écrivez vos mémoires, partagez vos histoires, enseignez vos compétences à quelqu'un de plus jeune. Le mentorat est l'un des moyens les plus puissants de transcender notre mortalité. Quatrièmement, cultivez une vie spirituelle, quelle que soit votre tradition religieuse. La spiritualité nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose qui transcende notre existence individuelle. Comme l'a observé Jung, les personnes qui développent une dimension spirituelle dans leur vie ont tendance à affronter la mort avec beaucoup plus de sérénité. Cinquièmement, restez engagés dans la vie, continuez à apprendre, continuez à aimer, continuez à créer. La stagnation est une sorte de mort prématurée. S'impliquer activement dans la vie jusqu'à la fin et peut être le moyen le plus puissant de vaincre la peur de la mort, non pas en la niant, mais en vivant si pleinement que, lorsqu'elle arrivera, vous pourrez l'accueillir non pas comme une intruse, mais comme une visiteuse.
attendu à qui vous pourrez dire « Oui, je suis prêt, car j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre. » Sixièmement, ayez des conversations honnêtes sur la mort, avec votre partenaire, vos enfants, vos amis proches, pas seulement sur des questions pratiques comme les testaments et les souhaits pour les funérailles, mais sur le sens de la vie et de la mort, sur ce que vous avez appris, sur ce que vous espérez, sur ce que vous craignez. Ces conversations sont incroyablement libératrices et rapprochent souvent les gens de manière profonde et inattendue. Le grand secret que je veux partager avec vous est le suivant. Ceux qui font la paix avec la mort sont ceux qui vivent le plus pleinement, non pas parce qu'ils cessent d'apprécier la vie, mais parce qu'ils l'apprécient tellement qu'ils refusent de gaspiller un seul jour à des choses qui n'ont pas d'importance, avec des personnes qui ne les nourrissent pas, en faisant des choses qui ne les comblent pas. La mort donne un sens à la vie. Si nous étions immortels, rien n'aurait d'urgence, mais parce que notre temps est limité, chaque instant compte, chaque « je t'aime » a son importance. Chaque lever de soleil est un miracle, chaque étreinte est précieuse. N'ayez pas peur de la mort. Respectez-la, acceptez-la et laissez-la vous apprendre à vivre. Et maintenant, j'aimerais vous lancer une invitation. Cette vidéo a abordé des questions profondes auxquelles nous sommes tous confrontés. Si elle a trouvé un écho en vous, si quelque chose de ce qui a été dit a allumé une étincelle de reconnaissance ou d'espoir, partagez-la, car quelque part, il y a quelqu'un de votre âge qui a besoin d'entendre exactement cela aujourd'hui. Le bonheur après 60 ans n'est pas un accident, ce n'est pas de la chance, c'est une décision consciente d'éliminer ce qui pèse et de cultiver ce qui élève. Êtes-vous prêt à faire ce choix? Si cette vidéo vous a été utile, montrez votre soutien en la likant et en vous abonnant à la chaîne. Vos commentaires sont essentiels pour notre communauté. Partagez laquelle de ces 6 éliminations vous a le plus touché et comment vous comptez la mettre en œuvre dans votre vie. Chaque expérience partagée éclaire le chemin d'une autre personne. Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons la manière d'appliquer les enseignements de Jung sur l'individuation pour transformer ces années en une période de renaissance psychique et spirituelle. Ne manquez pas cela. Activez la cloche pour être averti. Votre cheminement vers une maturité pleine et consciente ne fait que commencer et je suis là pour vous accompagner à chaque étape.